De pauvres sœurs jumelles dansaient dans le métro pour survivre, mais lorsqu'un millionnaire en deuil se mit à pleurer, elles firent quelque chose d'incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge murale indiquait 15h27 et était bloquée à 7h depuis 5 mois. Les piles s'étaient éteintes au moment exact où le téléphone avait sonné ce jour-là, Jonathan ne les avait jamais remplacées. Il semblait approprié que le temps se soit figé là, précisément au moment où son monde s'était effondré. L'appartement de Jonathan Ellis baignait dans ce silence lourd que seuls les endroits véritablement vides peuvent connaître. Ce n'était pas seulement l'absence de personnes, mais la présence écrasante de leur absence. Une tasse de café à moitié finie sur la table de la cuisine, une liste de courses encore fixée au réfrigérateur par des aimants papillons colorés, une brosse à cheveux avec des mèches blondes dans la salle de bain que personne n'avait eu le courage de nettoyer, de petits monuments à l'avant. Jonathan ouvrit la porte et jeta ses clés sur la petite table de l'entrée, où elles atterrirent avec un cliquetis métallique qui résonna dans le couloir. Il retira ses chaussures automatiquement, une habitude sur laquelle Sarah avait toujours insisté, et marcha en chaussettes sur le sol froid. Son corps répétait la même routine chaque jour, tel un robot programmé pour simuler la vie. Réfrigérateur, micro-ondes, canapé, lit, répété. Cette nuit-là, cependant, quelque chose le tira de sa routine. Une force invisible le guida jusqu'au bout du couloir, vers la porte qui était restée fermée si longtemps. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'il toucha la poignée. Il hésita, prit une profonde inspiration et entra. La chambre d'Anna était restée exactement telle qu'elle l'avait laissée le matin de l'accident. Le lit au drap de princesse n'était toujours pas fait, Sarah se disputait toujours à ce sujet, mais il n'y avait pas eu le temps de ranger ce jour-là. Une paire de chaussettes colorées gisait, oubliée, sur le tapis bleu. Sur l'étagère, des animaux en peluche observaient la porte de leurs yeux de bouton, patients, comme s'ils attendaient le retour de leur propriétaire d'un moment à l'autre. Et là, il y avait le ruban bleu, suspendu au miroir de la coiffeuse. Le ruban qui devait orner le chignon parfait de sa fille de 8 ans en cette soirée spéciale. « Tu promets que tu seras là, papa ?» Au premier rang. Jonathan sentit le poids de ce souvenir comme un coup physique. Ses jambes faiblirent et il s'assit sur le bord du lit, bien trop petit pour un adulte. Ses doigts caressèrent la couverture douce, cherchant une trace de chaleur disparue depuis longtemps. « Je te le promets, princesse, même si le monde s'écroule. » Mais il n'y était pas allé. L'affaire importante qu'il était en train de conclure cette semaine-là exigeait son attention. Juste une réunion de plus, pensa-t-il. Juste une signature importante de plus. Sarah pourrait l'enregistrer, il regarderait plus tard. Anna comprendrait. Elle comprenait toujours quand le travail l'appelait. C'est alors que le téléphone sonna. Le chauffeur ivre, le feu rouge ignoré, le carrefour, l'impact. Et ainsi, en un instant, il avait tout perdu. Sur le petit tableau de liège à côté du bureau, l'invitation faite à la main était toujours épinglée. Des lettres soigneusement dessinées à la paillette bleue annonçaient « Grand spectacle de ballet ». Anna Ellis sera la vedette dans le rôle d'une fée. Elle s'était entraînée pendant des mois, tous les jours. Quand il rentrait à la maison, les rares fois où il n'était pas trop tard pour la trouver éveillée, Anna lui montrait les nouveaux pas qu'elle avait appris. « Regarde papa, je suis resté sur les pointes pendant 10 secondes entières. » Et il souriait, disait « C'est incroyable, princesse », tout en consultant ses emails sur son téléphone. Jonathan ramassa délicatement le ruban bleu, comme s'il était fait de verre susceptible de se briser au moindre contact brusque. Le satin glissa entre ses doigts, un instant fugace, il crut presque sentir les cheveux délicats d'Anna alors qu'il l'aidait à se préparer pour l'école. Le calendrier mural affichait toujours cette date, 17 octobre. Le jour où sa fille aurait dû être la star du spectacle. Le jour où Sarah avait envoyé son dernier message, « Elle te cherche dans le public ». Un message qu'il n'avait vu qu'une heure plus tard, en quittant enfin la salle de réunion. Trop tard. Toujours trop tard. Dans l'appartement silencieux, Jonathan serra le ruban dans sa main et le pressa contre sa poitrine. Il était terrifié à l'idée de pleurer. Les larmes signifiaient ressentir, et ressentir faisait trop mal. Mais à cet instant, seul dans la chambre rose figée dans le temps, il laissa couler une unique larme. Les voisins de l'immeuble chuchotaient à son sujet. L'homme qui a tout perdu, disait-il. Certains avaient essayé d'aider au début, des plats cuisinés, des invitations à dîner, des mots de réconfort qui sonnaient creux. Avec le temps, ils avaient cessé d'essayer. Jonathan était devenu une ombre dans les couloirs, que tout le monde évitait parce qu'on ne savait pas quoi dire.
Parfois, au cœur de la nuit, lorsque le silence devenait insupportable, il allumait la télévision, juste pour entendre des voix humaines. D'autres fois, en allant au travail, il empruntait un chemin plus long, juste pour voir des enfants se rendre à l'école. De petits êtres si pleins de vie et de possibilités, si différents du vide qu'il portait en lui. Le travail, ironiquement, était le seul endroit où il pouvait fonctionner. Là, il pouvait n'être qu'une machine efficace. Personne ne s'attendait à ce qu'il sourie ou se joigne aux conversations sur la famille et les week-ends. Ses collègues, mal à l'aise face à la tragédie que tout le monde connaissait, maintenaient une distance respectueuse. Jonathan regarda l'étagère où reposaient de minuscules chaussons de ballet, si petits qu'ils tenaient dans la paume de sa main. Anna en avait été si fière. De vrais chaussons de ballet, papa, comme les danseuses professionnelles. Il avait promis de lui en acheter une nouvelle paire, encore plus jolie, après le spectacle. Une autre promesse non tenue. « Je suis désolé », murmura-t-il à la pièce vide. « Je suis désolé de ne pas avoir été là. » Le regret était son seul compagnon constant. S'il pouvait remonter le temps, il aurait été au premier rang. Il aurait vu chaque pas, chaque pirouette, chaque sourire. Il aurait applaudi plus fort que quiconque dans le public. Il lui aurait dit combien il était fier. Mais le temps, contrairement à cette horloge figée dans le salon, ne s'arrêtait pour personne. Il avançait, entraînant Jonathan jour après jour dans une existence qui ressemblait plus à une punition qu'à une vie. Il remit le ruban bleu sur le miroir, exactement où il était. Il ferma soigneusement la porte de la chambre, comme s'il craignait de réveiller quelqu'un. Il retourna à sa routine programmée. Demain serait juste un autre jour, comme aujourd'hui. Et après-demain, un autre identique. Jonathan et Lee s'étaient piégés dans un endroit où le temps s'était arrêté, tandis que le monde extérieur continuait de tourner, implacable et indifférent à sa douleur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que demain réservait quelque chose de différent, quelque chose qui ferait à nouveau bouger le temps. Le lendemain matin, Jonathan suivit sa routine habituelle, même vêtements sombres, même café sans sucre, même trajet pour le travail. Mais quelque chose en lui avait changé après avoir visité la chambre d'Anna la nuit précédente, une agitation qu'il ne pouvait nommer. Au lieu de prendre sa voiture comme toujours, il décida de prendre le métro. Il ne pouvait expliquer pourquoi. Peut-être juste pour être entouré de gens, même sans interagir avec eux. Peut-être pour ressentir autre chose que le vide habituel. À la station Lexington, c'était le chaos de l'heure de pointe humaine. Des cadres avec des mallettes coûteuses, des étudiants avec des écouteurs, des ouvriers en uniforme froissé, tout le monde se déplaçant comme des automates, se regardant rarement. Jonathan n'était qu'un autre dans le flux incessant, invisible dans la foule. Puis il l'entendit. Une mélodie simple jouée sur une vieille radio au son grésillant. Quelque chose dans la musique le fit s'arrêter, comme si quelqu'un lui avait retenu l'épaule. Les gens continuaient de passer autour de lui, certains se plaignant de son arrêt soudain, mais il s'en fichait. Ses yeux trouvèrent la source de la musique. Dans le coin le plus sombre de la station, à l'écart du passage principal, deux petites silhouettes bougeaient en synchronisation imparfaite. Deux filles, si jeunes qu'elles atteignaient à peine la taille d'un adulte. Des cheveux foncés emmêlés, attachés en queue de cheval improvisée, des robes autrefois colorées, maintenant délavées et trop grandes pour leur corps mince. Et elles étaient pieds nus, leurs petits pieds sales glissant sur le sol froid de la station. Elles dansaient. Ce n'était pas une danse techniquement entraînée ou répétée comme les cours de ballet d'Anna. C'était quelque chose de plus primitif, de plus urgent. Elles tournaient, sautaient et étendaient les bras avec une grâce naturelle qu'aucun cours n'aurait pu enseigner. Leurs mouvements, bien que simples, avaient une sincérité que Jonathan n'avait pas vue depuis longtemps. Un chapeau cabossé gisait par terre devant elle, avec quelques pièces éparses qui tintaient lorsque quelqu'un jetait occasionnellement quelque chose en passant. « Merci, monsieur », dit la plus petite lorsqu'un vieil homme laissa tomber quelques pièces sans s'arrêter pour regarder. Son sourire était bien trop grand pour son visage mince, révélant une dent de devant manquante. Jonathan ne réalisa qu'il s'était rapproché que lorsqu'il ne fut plus qu'à quelques pas d'elle. Les filles remarquèrent sa présence, un instant, leurs yeux se remplirent de méfiance, le regard de celles qui ont déjà appris à se méfier des étrangers. Mais voyant qu'il ne faisait que regarder, elles reprirent leur danse, maintenant avec un peu plus d'enthousiasme, comme si elles jouaient juste pour lui. Quelque chose dans la scène serra la poitrine de Jonathan. La fille aînée fit une pirouette maladroite, essayant d'imiter celle d'une ballerine. Un instant fugace, il revit Anna s'entraînant dans le salon, tournoyant jusqu'à en avoir le vertige et tombant en riant sur le tapis. « On danse vraiment bien aujourd'hui », dit la plus grande à la plus jeune, si bas que Jonathan faillit ne pas entendre.
Peut-être qu'on aura beaucoup de pièces, acquiesça la plus jeune avec un sérieux qui dépassait son âge. J'espère. Hier, j'ai eu très mal au ventre. Leurs mots frappèrent Jonathan comme un coup de poing. Elle ne dansait pas pour le plaisir, ni pour l'art. Elle dansait pour survivre. Une femme pressée bouscula Jonathan, le sortant brièvement de sa transe. Quand il regarda à nouveau, la fille aînée l'observait avec de grands yeux sombres, l'évaluant. « Vous avez aimé notre danse, monsieur ?» demanda-t-elle en penchant légèrement la tête. Jonathan sentit une boule dans sa gorge. Il essaya de répondre, mais les mots semblaient coincés. Il hocha seulement la tête. « Je m'appelle Émilie, » dit-elle en se désignant d'un doigt minuscule. « Et voici ma sœur Lily. Elle a 5 ans, et moi, 5 ans et demi. » Lily fit un petit signe de la main, à moitié caché derrière sa sœur. Ses yeux étaient identiques à ceux d'Émilie, grands, sombres et bien trop vieux pour des enfants de cet âge. « Depuis combien ?» Jonathan s'éclaircit la gorge, trouvant enfin sa voix. « Depuis combien de temps dansez-vous ici ?» Émilie haussa les épaules, un geste étrangement adulte sur son corps d'enfant. « Jusqu'à ce qu'on ait assez de pièces. Ou jusqu'à ce qu'un garde nous dise de partir. »« Et où sont vos parents ?» demanda Jonathan, regardant autour de lui comme s'il s'attendait à voir un adulte les surveiller de loin. Les filles échangèrent des regards rapides, une communication silencieuse que seuls les frères et sœurs comprennent. « On n'en a pas, » répondit simplement Lily, sa voix aussi petite qu'elle. « C'est juste nous. » L'impact de ces 3 mots simples, « c'est juste nous », fit reculer Jonathan d'un pas. Juste elle. 2 petites enfants dans cette immense ville indifférente. « Vous êtes triste, monsieur ?» demanda soudain Lily, sortant de derrière sa sœur et levant les yeux vers le visage de Jonathan avec une curiosité sincère. La question directe le prit au dépourvu. Il était si habitué à ce que les gens évitent toute mention de son état émotionnel que cette honnêteté enfantine ressemblait presque à une intrusion. « Pourquoi penses-tu cela ?» réussit-il à demander. « Vos yeux, » répondit Émilie à la place de sa sœur. « Ils ressemblent à des yeux qui pleurent beaucoup. » Jonathan ne sut quoi répondre. Il n'avait pas pleuré depuis des mois. Il s'était convaincu que ses larmes s'étaient taries, que la douleur s'était transformée en un engourdissement constant. Mais ses enfants, qui avaient de réelles raisons d'être tristes, voyaient clair à travers sa façade. « On danse pour gagner des pièces et ensuite manger », expliqua Émilie, retournant à leur petit spectacle, tournoyant les bras écartés. « Si on arrête, nos ventres font mal. » Lily se joignit à elle, ses pieds sales créant des motifs sur le sol froid de la station. Même avec des vêtements usés et des estomacs vides, il y avait une joie résiliente dans leurs mouvements. « C'est difficile de danser quand on a vraiment faim », continua Émilie entre 2 pirouettes. « Tes yeux deviennent flous et tu as le vertige, mais tu dois continuer. » Jonathan sentit quelque chose d'humide sur son visage. Il leva la main à sa joue et réalisa, surpris, qu'il pleurait. Des larmes silencieuses coulaient librement, hors de son contrôle. Lily arrêta de danser et s'approcha de lui, le regardant avec une inquiétude sincère. « Ne soyez pas triste, monsieur, » dit-elle en tendant une main minuscule qui finit par se poser sur son bras. « Voulez-vous danser aussi ?» Ça chasse la tristesse. L'offre, si simple, si pure, venant de quelqu'un qui avait si peu à donner, brisa quelque chose en Jonathan. Les larmes coulaient maintenant de manière incontrôlable, mais elles n'étaient pas seulement de chagrin. Elles étaient aussi de honte, de regret, de reconnaissance. Alors qu'il avait passé des mois à se noyer dans son chagrin, isolé dans son appartement avec de la nourriture dans le réfrigérateur et un toit au-dessus de sa tête, ses enfants se battaient pour survivre chaque jour. Et pourtant, elle pouvait encore sourire, elle pouvait encore danser, elle pouvait encore offrir du réconfort à un étranger. « Venez », insista doucement Lily en tirant sa main. « C'est facile, bougez juste les pieds comme ça. » Émilie observait avec prudence, mais quand elle vit que sa sœur était déterminée, elle hocha la tête en signe d'approbation. « Danser nous fait oublier qu'on a faim, » ajouta-t-elle. « Peut-être que ça vous aidera à oublier ce qui vous rend triste. » Jonathan hésita. Depuis combien de temps n'avait-il rien fait de spontané? Depuis combien de temps n'avait-il pas permis à son corps de bouger sans but, juste pour le plaisir du mouvement? Lily tenait toujours sa main, patiente comme seuls les enfants peuvent l'être parfois. Puis, à sa propre surprise, Jonathan fit un pas. Un pas maladroit, raide, mais un pas. Lily sourit, révélant le trou de sa dent manquante, et Émilie se détendit un peu, s'autorisant aussi un petit sourire. « C'est ça », encouragea Lily, bougeant les bras comme si elle enseignait quelque chose de très important. « Maintenant, bougez aussi les bras. »
Jonathan s'exécuta, se sentant ridicule et vulnérable, et étrangement plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des mois. Les larmes coulaient toujours, mais maintenant mêlées à quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. Des gens passaient et le dévisageaient, certains curieux, d'autres désapprobateurs, en voyant cet homme adulte en costume danser maladroitement avec 2 enfants déguenillés dans une station de métro. Jonathan s'en fichait. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas à ce que les autres pensaient. Il ne pensait pas au travail. Il ne pensait pas au passé. Il était juste présent, en train de danser. Tu vois, ça chasse la tristesse, dit Lily sérieusement, comme si elle énonçait un fait scientifique. Et étonnamment, elle avait raison. Pendant un bref instant, la douleur diminua. Elle ne disparut pas, peut-être ne disparaîtrait-elle jamais complètement, mais elle devint supportable. Le monde continuait de bouger autour d'eux, les trains arrivaient et partaient, les gens continuaient leur vie. Mais dans ce petit coin de la station Lexington, quelque chose avait changé. Et Jonathan sentit que peut-être, juste peut-être, l'horloge pourrait se remettre à fonctionner. Le métro tanguait doucement tandis que Jonathan regardait la ville défiler par la fenêtre. Ses mains gardaient encore la chaleur des petites mains de Lily. Avant de partir, il avait déposé tous les billets de son portefeuille dans le chapeau cabossé, un geste qu'Émilie avait accepté avec de grands yeux et un « merci » murmuré qui tenait de la révérence face à un trésor. « On va bien manger aujourd'hui », avait-elle dit à Lily, qui souriait de toutes les dents qui lui restaient. Jonathan descendit à la station près de son appartement. Ses pas lui semblaient différents maintenant, moins automatiques, plus délibérés. L'image des filles dansant ne quittait pas son esprit. Si petite, si peu protégée, si seule. Comme lui. Son appartement l'accueillit avec le même silence que toujours, mais aujourd'hui, le silence semblait plus fort, plus accusateur. Il entra sans enlever ses chaussures, chose qu'il ne faisait jamais. La routine était brisée. Jonathan se dirigea directement vers le couloir, sans hésitation cette fois. Il ouvrit la porte de la chambre d'Anna d'un mouvement décidé. La pièce paraissait exactement comme la nuit précédente, comme elle l'avait été ces 5 derniers mois. Les couleurs s'estompaient lentement, une fine couche de poussière s'accumulait dans les coins que Sarah avait toujours maintenus impeccables. L'odeur enfantine, un mélange de shampoing pour enfants, de crayons de cire et de cette indéfinissable innocence, commençait à s'évanouir, remplacée par l'odeur stérile d'un espace inoccupé. Le ruban bleu pendait toujours au miroir de la coiffeuse. Jonathan le prit entre ses doigts, sentant le satin lisse, si doux, si parfait. Sarah l'avait acheté spécialement pour le spectacle, assorti au costume de fée qu'Anna porterait. Toutes les fées ont besoin d'une touche spéciale, avait dit Sarah en montrant le ruban à Anna, dont les yeux brillaient d'excitation. Et celui-ci sera le tien. L'invitation faite à la main était toujours épinglée au tableau de liège. Jonathan la retira soigneusement, comme s'il s'agissait d'un document historique fragile. Les lettres à paillettes bleues luisaient faiblement à la lumière qui filtrait par la fenêtre. Il s'assit sur le petit lit, regardant les 2 objets dans ses mains, le ruban et l'invitation, symbole tangible d'une promesse rompue. « J'aurais dû y aller », murmura-t-il à la pièce vide. « J'aurais dû la regarder danser. » Les réunions, les contrats, les appels qui avaient semblé si importants ce jour-là, tout cela se révélait maintenant être des futilités déguisées en urgence. Combien de fois avait-il dit juste une réunion de plus, ou juste un projet de plus, ou je serai là au prochain événement? Et maintenant, il n'y aurait plus de prochain événement. Jonathan ferma les yeux, là encore, Émilie et Lily tournoyèrent dans la station de métro froide, leurs pieds nus, leurs robes usées, leurs sourires résilients malgré tout. Mais quelque chose avait changé dans sa perception depuis ce matin. La cruelle réalité derrière cette scène le frappa maintenant de plein fouet. Elle ne dansait pas par joie, elle dansait pour survivre. Chaque pirouette, chaque saut, chaque sourire forcé, tout cela pour repousser la faim. Pour 2 petites filles, danser était le seul moyen qu'elles connaissaient pour gagner les moyens élémentaires d'exister. Elles dansaient parce que si elles s'arrêtaient, leurs estomacs leur feraient plus mal. Si on arrête, nos ventres font mal, avait dit Lily avec une simplicité dévastatrice, comme si c'était un simple fait de la vie, comme le ciel est bleu ou la pluie est mouillée. Jonathan sentit la colère monter en lui. Colère contre le monde qui permettait à 2 jeunes enfants de vivre ainsi. Colère contre les gens qui passaient devant elle chaque jour, jetant quelques pièces, si tant est, sans vraiment les voir. Colère contre lui-même pour avoir été l'un de ces passants indifférents pendant si longtemps. Combien d'Émilie et de Lily avait-il ignoré auparavant, entièrement consumé par sa propre douleur? Le contraste entre la vie de ses filles et celle d'Anna était saisissant. Anna,
qui n'avait jamais connu la faim, qui avait une chambre pleine de jouets, des vêtements propres, un lit douillet, qui prenait des cours de ballet parce qu'elle aimait danser, pas parce qu'elle devait survivre. Jonathan regarda l'étagère où se trouvaient les petits trophées d'Anna. Concours de danse pour enfants, médaille de participation, certificat pour avoir terminé les niveaux de base du ballet. Des réussites qui semblaient énormes dans le monde sûr et protégé qu'ils avaient créé pour elle. Il prit l'un des trophées, une petite statuette dorée d'une ballerine en arabesque. Anna en avait été si fière quand elle l'avait reçu. Elle avait pris tellement de photos en le tenant que Sarah avait plaisanté en disant qu'elle aurait besoin de plus de stockage sur son téléphone. Un jour, je danserai sur une grande scène, avait dit Anna cette nuit-là, serrant le trophée comme s'il s'agissait d'un ami. Toi et maman, vous viendrez me voir, n'est-ce pas? Bien sûr, princesse, avait répondu Jonathan automatiquement, tout en consultant ses emails. Nous serons toujours là. Toujours. Comme ce mot était devenu vide. Jonathan remit soigneusement le trophée sur l'étagère. Son regard tomba sur une photo encadrée sur la table de chevet. Eux trois dans un parc, Anna entre lui et Sarah, tous souriant à l'appareil photo. Un jour parfait. Un jour dont il se souvenait à peine parce qu'il pensait au travail du lendemain. Combien de ces moments avait-il laissé passer, croyant toujours qu'il y en aurait d'autres? Les mots d'Émilie résonnaient dans son esprit, c'est difficile de danser quand on a vraiment faim. Tu dois continuer. Jonathan regarda ses mains. Des mains qui n'avaient jamais eu faim, qui n'avaient jamais eu besoin de danser pour des pièces, qui avaient laissé filer des choses vraiment importantes tout en s'accrochant fermement à ce qui n'avait pas d'importance. La culpabilité avait toujours été là, depuis l'accident. La culpabilité de ne pas avoir été présent au spectacle, d'avoir priorisé le travail une fois de plus, d'avoir manqué le dernier moment où il aurait pu voir sa fille heureuse, faisant ce qu'elle aimait le plus. Mais aujourd'hui, cette culpabilité portait un nouveau poids. Le poids de la clarté. Le poids de comprendre vraiment la valeur de ce qu'il avait perdu. Anna dansait par amour, par joie, par expression de soi. Elle avait tout le soutien, le confort et les encouragements qu'un enfant pouvait souhaiter. Émilie et Lily dansaient par nécessité, par survie, par faim. La différence était massive et douloureuse à reconnaître. Jonathan remit le ruban bleu et l'invitation à leur place. Il se leva lentement et regarda une fois de plus la pièce qu'il avait conservée comme un musée de souvenirs. Ce sanctuaire à son chagrin, gardé intact comme une forme d'autopunition, lui apparut étrangement différent. Ce n'était pas seulement un monument à son échec en tant que père, mais aussi un rappel du privilège qu'Anna avait eu et que tant d'enfants comme Émilie et Lily pourraient ne jamais connaître. Il ferma doucement la porte et se dirigea vers la cuisine. Pour la première fois depuis des mois, il ouvrit le réfrigérateur et vit vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur. De la nourriture. Une abondance. Des choix. Des choses dont Émilie et Lily ne rêvaient probablement que d'avoir. Cette nuit-là, Jonathan ne put dormir. Il resta allongé, fixant le plafond, voyant des images d'Anna dansant au récital de son école alternées avec des visions d'Émilie et Lily tournoyant dans la froide station de métro. Deux réalités, deux mondes, et il était en quelque sorte pris entre les deux. Quand le soleil commença à se lever, Jonathan savait déjà ce qu'il ferait ensuite. Jonathan se réveilla avant son réveil. En fait, il avait à peine dormi. Ses pensées tourbillonnaient comme un carrousel emballé, revenant toujours aux deux petites silhouettes dansant dans la station. Il prit une douche rapide, au lieu de son costume habituel, enfila un jean et une simple chemise. Il appela le bureau et fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il demanda un jour de congé, sans excuses élaborées. Avant de partir, il ouvrit le réfrigérateur et prépara 6 gros sandwichs. Il remplit un thermos de jus d'orange. Il hésita un instant, puis attrapa 2 barres de chocolat qu'il gardait pour des occasions spéciales qui n'arrivaient jamais. Il mit tout dans un sac et partit. La marche jusqu'à la station Lexington ne lui avait jamais paru aussi longue. Chaque pas portait l'anticipation et une étrange nervosité. Et si les filles n'étaient pas là? Et si les services sociaux les avaient emmenées? Ou pire, si quelqu'un aux intentions moins nobles l'avait fait? Il arriva plus tôt que la veille. La station était moins bondée, avec seulement quelques travailleurs endormis attendant le prochain train. Jonathan chercha le coin où les filles avaient dansé. Vide. Il s'assit sur un banc voisin et attendit, tenant le sac de nourriture. 1 heure passa, puis une autre. Un sentiment de désespoir irrationnel commença à grandir en lui. Puis il les vit. Émilie apparut la première, tenant fermement la main de Lily, qui paraissait encore plus petite à la lumière du matin. Toutes deux scrutaient prudemment la zone, comme de petits animaux évaluant si le territoire était sûr.
Émilie portait la vieille radio dans une main et le chapeau usé dans l'autre. Jonathan ressentit un soulagement intense qui le surprit. Il se leva et se dirigea vers elle, essayant de ne pas paraître trop empressé pour ne pas les effrayer. Émilie le vit la première. Tout son corps se tendit, prêt à fuir. Puis la reconnaissance illumina son visage, immédiatement suivi de méfiance. « Bonjour, dit Jonathan, s'arrêtant à une distance de sécurité. « Vous vous souvenez de moi ?» Lily jeta un coup d'œil derrière sa sœur et esquissa un sourire hésitant. « Vous êtes l'homme qui a dansé avec nous, dit-elle, sa petite voix presque perdue dans le bruit de la station. Émilie l'étudiait toujours avec des yeux lasses. « Vous êtes revenu. » Ce n'était pas une question, mais Jonathan répondit quand même, « Oui. J'ai apporté. » Il souleva le sac. « J'ai apporté des choses pour vous. » Les yeux d'Émilie se plissèrent davantage, allant et venant entre le visage de Jonathan et le sac dans sa main. Lily, en revanche, fit un petit bond d'excitation. « Qu'y a-t-il dans le sac ?» demanda-t-elle, faisant un pas en avant qu'Émilie ne puisse la retenir. « Des sandwichs. Du jus. Du chocolat. » Le mot chocolat eut un effet magique. Les yeux de Lily s'écarquillèrent avec une étincelle que Jonathan n'avait pas vue la veille. Même Émilie parut momentanément distraite de sa méfiance. « On peut ?» Lily regarda sa sœur, demandant silencieusement la permission. Émilie hésita. Jonathan pouvait voir le conflit sur son visage, la faim luttant contre des années de leçons sur le fait de ne pas accepter de choses d'étrangers. Finalement, elle fit un unique signe de tête, presque imperceptible. « Pouvons-nous nous asseoir là-bas ?» suggéra Jonathan en désignant le banc où il avait attendu. C'était assez loin du flux principal de personnes, mais encore assez visible pour être sûr. Les filles le suivirent, Émilie se plaçant toujours entre Lily et Jonathan, comme un minuscule bouclier humain. Ils s'assirent sur le banc, les deux filles ensemble à une extrémité, Jonathan leur laissant de l'espace à l'autre. Il ouvrit le sac et offrit des sandwichs. Lily en prit un tout de suite, mais Émilie hésita, observant le visage de Jonathan comme si elle y cherchait le moindre signe de danger. « C'est bon, dit-il doucement. C'est juste de la nourriture. » Émilie prit enfin un sandwich et en prit une petite bouchée expérimentale. Son visage s'illumina après le premier goût. En quelques secondes, elle dévorait la nourriture avec une intensité qui serra le cœur de Jonathan. Elle mangeait comme si elle craignait que la nourriture ne disparaisse à tout moment. D'énormes bouchées, à peine mâchées, avalées rapidement. Il n'y avait aucun plaisir dans l'acte, juste une nécessité brute. « Ralentissez, dit Jonathan avec bienveillance. Il y en a plein. Personne ne va vous le prendre. » Lily ralentit un peu son rythme, mais Émilie continua de manger avec la même urgence désespérée. Entre les bouchées, ses yeux restaient alertes, observant les gens qui passaient, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un essaie de lui voler son précieux sandwich. Quand il ouvrit le thermos et versa du jus dans des gobelets jetables qu'il avait apportés, Jonathan vit les yeux des filles s'illuminer. Lily but tout d'un coup, laissant une moustache orange sur sa lèvre supérieure. Émilie but plus lentement, savourant chaque gorgée comme si c'était quelque chose de rare et de précieux. « C'est bon ?» demanda Jonathan, souriant pour la première fois depuis un moment. Lily hocha la tête avec enthousiasme, des miettes tombant de son visage. « Très bon. Meilleur que la nourriture des poubelles. » La phrase désinvolte, prononcée si innocemment, frappa Jonathan comme un coup de poing. Nourriture des poubelles ? Ces enfants mangeaient dans les poubelles. Vous mangez habituellement dans les poubelles ? demanda-t-il, essayant de garder sa voix neutre. Émilie lança un regard d'avertissement à sa sœur, qui baissa la tête comme si elle avait dit quelque chose de mal. On mange ce qu'on peut, répondit Émilie avec une dignité qui dépassait ses 5 ans et demi. On ne mange que si on danse ou si quelqu'un nous donne de la nourriture. Elle parlait comme une adulte miniature, portant des responsabilités trop lourdes pour ses petites épaules. Jonathan réalisa qu'elle devait probablement être l'adulte pour Lily, la protégeant du mieux qu'elle pouvait dans un monde qui ne s'en souciait pas. Parfois, on mangeait du papier, ajouta Lily doucement, comme si elle partageait un secret. Ça ne remplit pas le ventre, mais ça le trompe un peu. L'estomac de Jonathan se retourna. Du papier. Ces enfants mangeaient du papier pour apaiser leur faim. On n'aime pas les adultes qui crient, dit soudain Émilie, étudiant attentivement le visage de Jonathan. C'était comme si elle établissait des règles, indiquant clairement ce qu'elle ne tolérerait pas, même dans leur position vulnérable. « Je ne crie pas, répondit doucement Jonathan. Je le promets. » Les mots sortirent automatiquement, mais dès qu'il les prononça, il en sentit le poids.
Une promesse à ses filles n'était pas quelque chose à faire à la légère, pas quand tant d'adultes leur avaient probablement manqué de parole auparavant. Lily finit son sandwich et regarda avec espoir le sac. Jonathan lui en offrit un autre, qu'elle accepta avec un sourire timide. Emily, ayant terminé le sien, s'essuya les mains sur sa robe et ramassa la vieille radio. « Il faut qu'on danse maintenant », dit-elle sérieusement. « Merci pour la nourriture. »« Vous n'avez pas à danser maintenant », dit rapidement Jonathan. « Vous venez de manger. Vous pouvez vous reposer un peu. » Les filles échangèrent des regards confus, comme si le concept de manger sans avoir à travailler pour cela leur était complètement étranger. Mais Emily semblait véritablement perplexe. « Comment allons-nous vous rembourser ?» La question innocente brisa le cœur de Jonathan en 1000 morceaux. Ces enfants ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un leur donne simplement de la nourriture sans rien attendre en retour. « Vous n'avez pas besoin de payer, » dit-il fermement. « C'est un cadeau. » Lily sourit, mais Emily resta méfiante. Son petit visage portait le scepticisme de quelqu'un qui avait appris trop tôt que rien dans ce monde n'est gratuit. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi nous donnez-vous de la nourriture ?» Jonathan n'avait pas de réponse simple. Parce qu'il se sentait coupable. Parce qu'il voulait aider. Parce qu'il voyait en ses filles une chance de rédemption pour avoir manqué à sa propre fille. Toutes ces raisons lui semblaient trop égoïstes pour être partagées. Parce que personne ne devrait avoir faim, dit-il simplement. Surtout les enfants. Emily considéra la réponse pendant un long moment, ses yeux trop vieux scrutant le visage de Jonathan à la recherche de mensonges. Finalement, elle fit un petit signe de tête, décidant pour l'instant de l'accepter. Jonathan hésita avant de poser la question suivante, craignant la réponse mais ayant besoin de savoir. « Où dormez-vous » Encore ce regard évaluateur d'Emily, mesurant à quel point il était sûr de révéler. « Là-bas » répondit-elle finalement, désignant un coin éloigné de la station. « Près du mur chaud. C'est plus sûr. » Jonathan suivit son regard. C'était une petite alcôve, vraisemblablement, des tuyaux de vapeur ou des câbles électriques créaient une certaine chaleur sur le mur. Pas de lit, pas de couverture, ni aucune sorte de protection. Juste un morceau de carton étalé par terre. « Vous dormez là ? Sur le sol dur ? Ce n'est pas si mal, » dit Lily avec un sourire forcé qui brisa à nouveau le cœur de Jonathan. Même dans leur situation terrible, cet enfant essayait de voir le bon côté. Le mur est chaud quand il fait froid. Jonathan regarda l'horloge. Il était presque l'heure du déjeuner. Il avait la journée de libre. Pas de précipitation, pas d'engagement. L'idée de retourner à son appartement vide, laissant ses enfants ici, était insupportable. « Voulez-vous aller quelque part ?» suggéra-t-il impulsivement. « On pourrait aller au parc. Ou n'importe où vous voudriez. » Emily devint immédiatement tendue. « On ne peut pas partir. On doit danser pour gagner de l'argent. » Et eux ? Jonathan hésita, ne voulant pas offenser la fierté évidente de la jeune fille. « Je peux aider avec ça. Juste pour aujourd'hui. » Lily regarda sa sœur avec de l'espoir dans les yeux. « Je ne suis jamais allée dans un vrai parc, Amy. » L'utilisation du surnom affectueux adoucit l'expression d'Emily. Elle se mordit la lèvre, clairement tiraillée entre offrir cette petite joie à sa sœur et sa peur de faire confiance à un étranger. « On peut revenir quand vous voulez, » ajouta Jonathan. « Je le promets. » Une autre promesse. Il devait la tenir à tout prix. Après un long moment, Emily hocha la tête à contre-cœur. Le parc le plus proche était petit, mais il y avait des balançoires et un toboggan. Pour Jonathan, cela semblait modeste, mais pour Lily, c'était le paradis. Elle courut en avant, son énergie renouvelée par les sandwichs et le chocolat qu'elles avaient mangé ensuite. Emily suivit plus prudemment, ne quittant jamais Lily des yeux. Elle ne se précipita pas vers les équipements de jeu comme Lily, restant près de Jonathan, comme si elle montait la garde. « Tu peux aller jouer aussi, » dit-il doucement. Elle secoua la tête. « Quelqu'un doit surveiller. » La lourde responsabilité sur ses petites épaules fit ressentir à Jonathan une vague d'admiration pour cette petite guerrière. Combien d'enfants de 5 ans assumeraient un tel fardeau sans se plaindre? Progressivement, voyant Lily en sécurité et s'amusant, Emily se détendit un peu. Jonathan s'assit sur un banc et elle s'assit à côté de lui, ses petits pieds sales touchant à peine le sol. « Vous n'avez personne ?» demanda doucement Jonathan. « Pas de parents, personne pour s'occuper de vous ?» Emily regarda ses mains. « On avait maman, mais elle est tombée malade et ne s'est jamais réveillée.
La simplicité avec laquelle elle décrivait cette tragédie était dévastatrice. Et votre père? On n'en a jamais eu. Maman a dit qu'il était parti avant notre naissance. Jonathan regarda Lily sur le toboggan, son rire résonnant dans le petit parc. Il était difficile de concilier cette joie pure avec la réalité brutale à laquelle ses enfants étaient confrontés quotidiennement. Pourquoi n'êtes-vous pas allé dans un refuge ou une famille d'accueil? Le corps d'Émilie se raidit visiblement. On ne les laissera pas nous séparer, dit-elle avec une fermeté surprenante. Ils veulent toujours nous séparer. Ils disent que c'est plus facile de trouver une famille pour un enfant plus jeune, et Lily est encore presque un bébé. Jonathan comprit. Ses filles avaient déjà fui le système censé les protéger, par peur d'être séparées. Elles préféraient affronter la faim et le froid ensemble plutôt que le confort séparé. « Avez-vous des enfants ?» demanda soudain Émilie, prenant Jonathan au dépourvu. La simple question ouvrit un abîme de douleur. « J'en avais une, répondit-il après un moment. Une fille. Elle s'appelait Anna. » Émilie encaissa avec une maturité qui dépassait son âge. « Elle est partie, comme notre maman? » Oui. C'est pour ça que vos yeux sont tristes? Jonathan hocha la tête, incapable d'en dire plus. On était triste aussi quand maman est partie, dit Émilie, regardant Lily qui grimpait maintenant joyeusement en haut du toboggan. Mais Lily est petite, elle oublie parfois. Moi, je n'oublie jamais. Dans les jours qui suivirent, Jonathan établit une nouvelle routine. Chaque matin, il se présentait à la station avec de la nourriture. Parfois, il emmenait les filles au parc. D'autres fois, quand il pleuvait, il apportait des livres et leur lisait dans un café confortable près de la station. Lily adorait les contes de fées et les histoires de princesses. Émilie préférait les histoires sur les animaux et la nature, des trucs réels, disait-elle. Toutes deux regardaient les illustrations colorées avec fascination, leurs doigts minuscules traçant soigneusement les contours. Jonathan commença aussi à apporter de petits cadeaux. Rien d'extravagant, il savait instinctivement que cela pourrait effrayer les filles ou les rendre méfiantes. Juste des choses simples, une nouvelle brosse à cheveux, des chaussettes propres, un petit ours en peluche pour Lily qu'elle serrait si fort que Jonathan craignait qu'il ne se déchire. Les filles commencèrent à l'attendre, leur visage s'illuminant quand elles le voyaient arriver, bien qu'Émilie gardât toujours une réserve prudente que Jonathan respectait. Elle était la protectrice, la gardienne. La confiance prendrait du temps. « Pourquoi venez-vous tous les jours ?» demanda Émilie un après-midi, alors qu'il regardait Lily jouer dans le bac à sable. Jonathan réfléchit un instant. « Parce que j'aime être avec vous », répondit-il honnêtement. Émilie hocha la tête, comme si cela avait du sens pour elle. Un après-midi particulièrement froid, après leur retour de la visite au musée des enfants, Lily posa une question qui allait tout changer. « Si on avait une maison », commença-t-elle, sa petite voix presque noyée par le bruit de la ville, « est-ce qu'on aurait encore besoin de danser ?» La question prit Jonathan par surprise. Il regarda la petite fille à côté de lui, serrant fort son ours en peluche contre sa poitrine, et Émilie, qui l'observait attentivement pour sa réaction. « Non, dit-il finalement. Si vous aviez une maison, vous ne danseriez que si vous le vouliez, pour le plaisir. Pas par nécessité. » Lily médita sa réponse un instant, puis hocha la tête comme si elle prenait une décision importante. « J'aimerais danser juste pour le plaisir. » Jonathan ne sut quoi répondre, mais alors qu'il marchait avec les deux petites silhouettes à ses côtés, quelque chose prit forme dans son esprit. Une idée. Une possibilité. Il leva les yeux vers le ciel gris de fin d'après-midi, puis vers les deux filles, si petites, si vulnérables, et pourtant si courageuses. Et il décida qu'il n'allait pas l'ignorer. Il ne pouvait plus prétendre que ses enfants n'étaient pas sa responsabilité, simplement parce qu'il ne les avait pas connus auparavant. Jonathan Ellis, qui avait passé des mois à ne vivre qu'à moitié, sentit quelque chose s'éveiller en lui. Un but. Une détermination. Il commença à envisager quelque chose de plus grand, de beaucoup plus grand. Jonathan ouvrit la porte de son appartement, portant plusieurs sacs de courses. Le silence habituel l'accueillit, mais cette fois, il semblait différent, moins suffocant, moins définitif, comme si l'espace lui-même sentait que quelque chose était sur le point de changer. Il déposa les sacs dans la cuisine et se dirigea dans le couloir vers la porte qu'il ouvrait rarement. La chambre d'amis était restée pratiquement intacte depuis avant l'accident. Sarah la gardait toujours prête pour les visiteurs, qui ne venaient presque jamais, des parents éloignés, occasionnellement un ami de passage. Il tourna la poignée et alluma la lumière. Une fine couche de poussière recouvrait les meubles.
Le lit double était fait, mais les draps, inutilisés depuis si longtemps, avaient cette odeur particulière d'un espace fermé. Les rideaux étaient tirés, bloquant la lumière naturelle qui aurait pu entrer par la fenêtre. Jonathan ouvrit les rideaux, puis la fenêtre, laissant entrer l'air frais pour la première fois depuis des mois. Il regarda autour de lui avec des yeux pratiques, évaluant ce qui devait être fait. « Ça ne va pas » murmura-t-il pour lui-même. Il retourna à la cuisine, attrapa un bloc-notes et un stylo, et commença à faire une liste. Travailler avec des listes lui semblait familier, c'était ainsi qu'il gérait sa vie professionnelle. Objectif clair, étapes définies, résultats mesurables. Laver tous les draps et serviettes. Nettoyer la chambre à fond. Vérifier s'il y a assez d'espace pour 2 petits lits. Acheter une nouvelle literie, colorée, pas blanche. Des pyjamas, 2 ensembles pour chacune d'elles. Des vêtements de base, leurs vêtements actuels ne suffisent pas. Des produits d'hygiène pour enfants. La liste s'allongea rapidement. Jonathan réalisa qu'il organisait non seulement une chambre, mais potentiellement une nouvelle vie pour Emily et Lily. Et pour lui aussi. Sans perdre de temps, il commença à retirer les vieux draps du lit. Il trouva la machine à laver dans la petite buanderie à côté de la cuisine, un appareil qu'il utilisait à peine depuis qu'il était seul. Son linge sale s'accumulait généralement jusqu'à ce qu'il l'envoie à une blanchisserie. Pendant que la machine faisait son travail, il retourna dans la chambre et commença à nettoyer. Il y avait quelque chose d'étrangement thérapeutique à essuyer les couches de poussière, à redonner de l'éclat aux surfaces ternies par le temps. Chaque mouvement semblait nettoyer non seulement l'espace physique, mais aussi quelque chose en lui. La chambre d'amis était assez spacieuse pour 2 petits lits. Jonathan déplaça quelques meubles, calculant mentalement les dimensions nécessaires. Les filles auraient besoin d'espace pour jouer, pour ranger leurs vêtements, pour vivre. Vivre. Ce mot semblait résonner dans l'appartement vide. Depuis combien de temps cet endroit n'avait-il pas abrité une vraie vie? Pas seulement une existence, mais une vraie vie, avec des voix, des rires, du mouvement. Pendant qu'il nettoyait, Jonathan s'arrêtait occasionnellement devant la porte fermée de la chambre d'Anna, de l'autre côté du couloir. Cet endroit sacré, intact. Mais aujourd'hui, il n'entra pas. Son but était différent maintenant. Il ne se contentait pas de préserver des souvenirs, il essayait de créer de nouvelles possibilités. Après quelques heures, la chambre d'amis était propre et les premières lessives étaient lavées et séchées. Jonathan regarda l'horloge. Il était encore assez tôt pour faire des courses au centre commercial. Il se sentit étrangement désorienté. Depuis combien de temps n'avait-il rien acheté qui ne soit pas simplement essentiel à sa propre survie? Il se dirigea avec hésitation vers le rayon enfant, contemplant les petits mannequins aux vêtements vifs et joyeux. Une vendeuse s'approcha en souriant. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose ? J'ai besoin de vêtements pour 2 filles. 5 ans. » La femme sourit plus largement, supposant l'évidence. « Vos filles ?» Jonathan hésita. Que étaient Emily et Lily pour lui? Certainement pas seulement 2 enfants inconnus de la station de métro. Mais elles n'étaient pas non plus, pas encore. Oui, répondit-il simplement. C'était plus facile ainsi. La vendeuse le guida à travers le rayon, montrant des options et suggérant des combinaisons. Jonathan choisit des robes simples mais jolies, des pantalons confortables, des hauts colorés. Rien d'extravagant, il sentait que les filles pourraient être mal à l'aise avec quelque chose de trop voyant ou cher. Il prit également 2 pyjamas doux, chacun avec un imprimé différent, un avec des étoiles pour Emily, qui regardait toujours le ciel quand ils étaient au parc, et un avec des papillons pour Lily, qui était fascinée par tout insecte coloré. Au rayon literie, il choisit 2 ensembles de draps, un bleu et un rose, non pas à cause des stéréotypes de genre, mais parce qu'il avait remarqué que Lily gravitait vers les choses roses tandis qu'Emily préférait le bleu. 2 couvertures légères mais chaudes, 2 oreillers moelleux. Au rayon des jouets, il hésita. Quel jouet devait-il choisir? Il ne voulait pas en faire trop, mais il voulait aussi leur donner des choses qu'elles n'avaient jamais eues. Il opta pour un puzzle simple, quelques livres pour enfants et 2 petits animaux en peluche, un chien pour Emily et un chat pour Lily. En payant, un étrange sentiment l'envahit. C'était comme s'il achetait non seulement des objets, mais des possibilités. Chaque vêtement, chaque jouet, chaque pièce de literie représentait un avenir potentiel, différent du passé que les filles connaissaient. De retour à l'appartement, il commença à tout organiser. Il étendit les nouveaux draps sur les lits qu'il devait encore acheter. Il suspendit les nouveaux vêtements sur des cintres improvisés, à faible hauteur dans le placard, pour que les filles puissent les atteindre facilement. Il plaça les jouets dans un panier qu'il trouva au fond d'un placard. Pendant qu'il travaillait, il réalisa qu'il y avait de la musique.
Confus, il s'arrêta pour écouter. Il avait allumé la radio automatiquement, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois. La douce mélodie emplissait l'appartement, repoussant le silence qui avait été son seul compagnon pendant si longtemps. Dans la salle de bain, il fit de la place sur l'étagère pour les brosses à dents des enfants qu'il avait achetées, le shampoing qui ne pique pas les yeux et les serviettes à imprimer animal. Il plaça un petit tabouret devant le lavabo pour qu'elle puisse l'atteindre sans aide. Petits détails, petites adaptations, petits signes de vie qui revenaient. En passant par la cuisine, Jonathan s'arrêta pour vérifier le réfrigérateur. Y avait-il assez de nourriture? Que mangent les enfants de 5 ans? Il prit mentalement note d'acheter plus de fruits, plus de lait, plus d'articles adaptés aux enfants. Sa propre alimentation avait été si mécanique ces derniers mois, juste assez pour continuer. Il retourna dans la pièce qu'il préparait et s'assit sur le bord du plus grand lit, contemplant son travail. Il restait encore beaucoup à faire, bien sûr. Les lits eux-mêmes devaient encore être achetés, plus de vêtements seraient nécessaires, peut-être quelques images colorées pour les murs, qui étaient actuellement trop nus. Mais c'était un début. Un étrange sentiment l'envahit, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis si longtemps qu'il le reconnaissait à peine. L'espoir. Fragile et faible, comme une petite flamme qui pourrait être éteinte par la moindre brise, mais de l'espoir quand même. Jonathan se leva et se dirigea vers le salon. L'horloge murale indiquait toujours 15h27. Sans trop réfléchir, il attrapa une chaise, atteignit l'horloge et remplaça les piles. Les aiguilles se mirent à nouveau en mouvement, leur tic-tac rythmique résonnant dans l'appartement. Il retourna dans le couloir, passant devant la chambre d'Anna. Cette fois, il ouvrit la porte. Il regarda le ruban bleu, les chaussons de ballet, tous les objets qu'il avait conservés comme des reliques sacrées. « Je ne te trahis pas », murmura-t-il à la pièce silencieuse. « Je ne t'oublie pas. » Et pour la première fois, il sentit qu'Anna pourrait comprendre. Que peut-être, elle approuverait même. Sa fille, toujours si généreuse et pleine d'amour. Elle aurait adoré Émilie et Lily. Elle aurait joué avec elles, leur aurait montré ses livres et ses jouets, leur aurait appris des pas de danse. Jonathan entra dans la pièce et se dirigea vers l'étagère où se trouvaient les jouets d'Anna. Après un moment d'hésitation, il en choisit quelques-uns de ses préférés. Le jeu de société qu'elle adorait, quelques livres d'histoire bien conservés, le petit cheval à bascule qui avait été son premier jouet. Il les transporta dans la pièce qu'il préparait, les plaçant soigneusement à côté des nouveaux articles. Non pas comme des remplacements, mais comme des continuités. Un pont entre le passé et un avenir possible. Il retourna au salon et s'assit sur le canapé, regardant l'horloge qui marquait maintenant l'heure réelle. L'appartement semblait différent, moins comme un mausolée et plus comme une maison attendant d'être habitée. Les sacs de courses dans la cuisine, les vêtements colorés dans la chambre d'amis, les jouets attendant de petites mains, tout signe que la vie pouvait peut-être recommencer. Pour la première fois depuis le début de son deuil, Jonathan avait préparé la maison pour quelqu'un. Pas pour la mémoire, mais pour la vie. Une vie réelle, désordonnée, imprévisible, terrifiante et merveilleuse. Demain, il parlerait aux filles. Il leur ferait une offre qui pourrait tout changer. Pour elle, pour lui. Et enfin, le temps avancerait à nouveau. Jonathan se réveilla déterminé. Il avait passé la nuit à planifier comment aborder les filles. Il ne voulait pas les effrayer avec une demande trop importante, mais il ne supportait plus non plus l'idée qu'elles dorment sur le sol froid de la station. En se préparant, il répéta diverses façons de formuler son invitation. En chemin vers la station, il acheta des muffins au chocolat et du jus, le genre de petit déjeuner qu'il savait qu'elles aimaient. Son cœur battait la chamade en arrivant. Et si elles avaient disparu? Si les services sociaux les avaient emmenées? Mais elles étaient là, dansant comme toujours. Émilie tentant une pirouette maladroite tandis que Lily sautillait à pieds joints, sa robe délavée tourbillonnant dans l'air. Des gens passaient, la plupart ignorant les petites danseuses ou jetant quelques pièces sans regarder. Émilie le vit la première et donna un coup de coude à sa sœur. Lily courut immédiatement vers lui. « Jonathan !» s'exclama-t-elle avec un sourire qui illumina ses yeux. « Bonjour, princesse » répondit-il en s'agenouillant. « J'ai apporté le petit déjeuner. » Ils s'assirent sur leur banc habituel. Jonathan regarda Lily dévorer son muffin avec gourmandise tandis qu'Émilie mangeait plus lentement, toujours sur ses gardes malgré des semaines de rencontres quotidiennes. « Comment avez-vous dormi » demanda-t-il nonchalamment. « Il y avait des gens qui criaient la nuit dernière, » dit Lily entre deux bouchées. « On est resté cachés. » Jonathan sentit un pincement au cœur. « Ça arrive souvent » Émilie haussa les épaules, le même geste d'adulte sur son corps d'enfant.
On sait bien se cacher. Alors que les filles finissaient de manger, Jonathan rassembla son courage. Lorsqu'elles se levèrent, prêtes à reprendre leur danse, il les arrêta. « Attendez. J'ai quelque chose à vous dire. » Il s'agenouilla, ses genoux touchant le sol crasseux de la station, voulant être à leur hauteur. « Émilie, Lily, » commença-t-il, essayant de garder sa voix stable. « J'ai beaucoup pensé à vous. » Émilie l'observa attentivement, pesant chaque mot avec ses yeux trop vieux. Lily se pencha, curieuse. « Si vous voulez, » Jonathan marqua une pause, prit une profonde inspiration. « Si vous voulez, vous pouvez venir vivre avec moi. » Les mots restèrent en suspens entre eux. Ce n'était pas un grand discours, juste une offre simple et directe, une invitation sans mots sophistiqués. Lily regarda immédiatement Émilie, les yeux remplis d'espoir. Elle n'osait pas parler à voix haute. Émilie fronça les sourcils, son expression un mélange de suspicion et de possibilité. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement, sa voix petite mais ferme. « Parce que vous méritez un foyer, » répondit sincèrement Jonathan. « Un endroit sûr. De la nourriture tous les jours. » Émilie étudia son visage pendant un long moment avant de dire « Mais on ne sait pas comment être de vrais enfants. » Cette phrase frappa Jonathan comme un coup physique. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il doucement. « On ne sait pas bien jouer. On ne connaît pas les règles de la maison, » expliqua Émilie en tripotant l'ourlet de sa robe. « Vous ne savez que danser ?» demanda Jonathan. Émilie hocha la tête, regardant ses propres pieds nus. « C'est ce qu'on fait quand on a faim. » Lily, qui restait rarement silencieuse, ajouta « On danse vraiment bien », comme si elle offrait la seule chose de valeur qu'elle possédait. Jonathan déglutit difficilement. « Chez moi, vous danserez si vous le voulez, » dit-il fermement. « Pas parce que vous en avez besoin. Plus jamais parce que vous avez besoin de nourriture. » Les yeux d'Émilie rencontrèrent les siens, reflétant une nouvelle lueur qu'il n'avait jamais vue en elle auparavant. De l'espoir. « Comment ce sera ?» demanda-t-elle. « Vous aurez votre propre chambre. De vrais lits. Des vêtements propres. Des jouets. » Jonathan marqua une pause. « Et de la nourriture ? Chaque fois que vous aurez faim. »« On pourra rester ensemble ?» demanda Lily en serrant la main de sa sœur. « Moi et Amy. »« Bien sûr, » promit Jonathan. « Toujours ensemble. » Les deux filles échangèrent un regard, ce langage sororal silencieux à nouveau. Puis elles se serrèrent dans les bras l'une de l'autre, comme si elles avaient besoin l'une de l'autre pour croire que c'était réel. « Alors on veut bien, » dit simplement Émilie. Il n'y eut pas de grande démonstration émotionnelle, juste ces trois mots simples qui allaient changer toute leur vie. « Pouvons-nous y aller maintenant ?» demanda Jonathan. Émilie regarda autour de la station, leurs quelques affaires, la vieille radio, le chapeau cabossé, l'ours en peluche usé que Jonathan avait donné à Lily. « On peut prendre nos affaires ?» « Bien sûr, » répondit-il, réalisant que leurs affaires tenaient facilement dans leurs petits bras. Dans le taxi qui les conduisait à son appartement, Lily regardait par la fenêtre avec de grands yeux tandis qu'Émilie observait chaque rue et chaque carrefour comme si elle mémorisait l'itinéraire au cas où elles auraient besoin de fuir. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, les filles levèrent les yeux, s'émerveillant de sa hauteur. Dans l'ascenseur, Lily s'accrocha à la main de sa sœur. « C'est bon, » murmura Émilie. « C'est juste une boîte qui monte. » Jonathan sourit à son explication pratique. En ouvrant la porte de l'appartement, il sentit une vague de nervosité inattendue. Comment allait-elle voir sa maison ? C'est, eh bien, maintenant c'est aussi votre maison. Les filles entrèrent avec hésitation, comme des créatures sauvages pénétrant un territoire inconnu. C'est si grand, murmura Lily. Jonathan les conduisit à la chambre qu'il avait préparée. Il ouvrit la porte et s'écarta, les laissant entrer les premières. Lily laissa échapper un petit hoquet en voyant les lits aux draps colorés, les jouets sur l'étagère, les nouveaux vêtements dans le placard. Émilie se figea dans l'embrasure de la porte, le corps tendu. « C'est votre chambre, » expliqua Jonathan. « Vous pouvez l'arranger comme vous voulez. » Lily lâcha la main de sa sœur et se dirigea vers le lit au drap rose. Elle toucha doucement le tissu, comme s'il pouvait disparaître. « On peut s'allonger ?» demanda-t-elle, la voix presque un murmure. « Bien sûr, » répondit Jonathan. « Ce sont vos lits. » Tandis que Lily grimpait sur le lit, serrant l'oreiller avec délice, Émilie entra enfin dans la pièce. Ses yeux scannèrent chaque détail, s'arrêtant sur les vêtements suspendus. « C'est tout pour nous ?» demanda-t-elle, incrédule. « Tout ici est pour vous », confirma Jonathan. Dans la cuisine,
Pendant le déjeuner, Jonathan remarqua comment les filles mangeaient différemment d'avant. Sans la précipitation désespérée, elles savouraient chaque bouchée de pâte, chaque morceau de pain. À un moment donné, il vit Émilie glisser discrètement un morceau de pain dans sa poche. Il fit semblant de ne pas remarquer. Il y aurait du temps pour qu'elles apprennent que la nourriture n'allait plus disparaître. Le reste de la journée se passa en une exploration prudente de l'appartement. Les filles testaient chaque espace, chaque objet, comme si elles apprenaient une nouvelle langue. Jonathan garda ses distances, les laissant s'adapter à leur propre rythme. Cette nuit-là, après leur avoir montré la salle de bain, leur nouvelle brosse à dents et les pyjamas étoiles pour Émilie, papillons pour Lily, il les reconduisit à leur chambre. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dit-il, appelez-moi simplement. Ma chambre est au bout du couloir. » Il était sur le point de partir quand Émilie parla. « Jonathan ?» Il se tourna. « Oui, on. » Elle hésita, tirant sur la manche de son nouveau pyjama. « Doit-on danser demain ?» La simple question portait des mondes de sens. « Non, » répondit-il doucement. « Vous ne danserez que si vous le voulez. Pour le plaisir. Plus jamais parce que vous y êtes obligé. » À sa surprise, Émilie courut vers lui et le serra brièvement dans ses bras avant de retourner à son lit. « Bonne nuit, » dit-elle en se cachant sous les couvertures. « Bonne nuit, Jonathan, » ajouta Lily avec un sourire. « Bonne nuit, les filles, » répondit-il, laissant une petite lumière allumée alors qu'il fermait partiellement la porte. Dans sa propre chambre, Jonathan resta éveillé, écoutant les doux bruits d'une maison maintenant habitée, des chuchotements, le léger grincement des lits, les petits pas quand l'une d'elles allait aux toilettes. Et il réalisa quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois depuis l'accident, il n'était pas seul avec ses souvenirs. Il y avait une nouvelle vie dans sa maison. Cette nuit-là, Émilie et Lily vécurent leur premier jour sans avoir besoin de danser pour manger. Et Jonathan, sans s'en rendre compte, avait fait ses premiers pas vers une véritable nouvelle vie, et non plus une simple existence. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée d'Émilie et Lily à l'appartement. 3 semaines de petites découvertes, d'ajustements et de formation prudente de nouvelles routines. Jonathan observait les changements subtils chaque jour, comment les filles se déplaçaient avec plus d'assurance dans les pièces, comment leur corps mince s'arrondissait avec des repas réguliers, comment leurs yeux perdaient progressivement ce regard toujours vigilant. C'était samedi matin. Jonathan préparait des crêpes dans la cuisine, le nouveau petit déjeuner préféré des filles, découvert la semaine précédente lorsqu'elles les avaient goûtés pour la première fois. La pâte grésillait dans la poêle tandis qu'il entendait les voix d'Émilie et Lily jouant dans leur chambre. Il sourit pour lui-même. Les rires des filles étaient plus fréquents maintenant, remplissant l'appartement autrefois silencieux d'une nouvelle vie. Dans leur chambre, les sœurs exploraient les nouvelles poupées que Jonathan avait apportées la veille. Lily était déjà plongée dans un monde imaginaire où les poupées étaient des princesses dans une forêt enchantée. Émilie, toujours plus réservée, participait, mais ses yeux curieux erraient souvent dans la pièce, examinant chaque recoin de cette nouvelle réalité. Au cours d'une de ces petites explorations, Émilie remarqua une boîte partiellement visible sur le dessus du placard, une boîte qui n'était pas là auparavant. La curiosité, cette force brute que même des années dans la rue n'avaient pu effacer, la submergea. « Lily, aide-moi à prendre ça », murmura-t-elle en désignant la boîte. Lily leva les yeux, réfléchissant. « Jonathan a dit qu'on ne devait pas toucher là-haut. Il a dit qu'on ne devait pas toucher aux trucs lourds », corrigea Émilie. Il n'a rien dit sur les boîtes. Cette logique sembla satisfaire Lily. Elles empilèrent quelques livres sur une chaise et Émilie, étant plus âgée et plus agile, grimpa prudemment. Ses petits doigts atteignirent la boîte et la rapprochèrent. « Je l'ai », murmura-t-elle triomphalement. Elle descendit doucement et elles s'assirent toutes les deux par terre. La boîte n'était ni grande ni particulièrement jolie, juste une boîte à chaussures ordinaire avec un couvercle légèrement poussiéreux. « Ouvre-la », pressa Lily, les yeux pétillants d'excitation. Émilie hésita un instant, une trace de sa prudence habituelle, mais la curiosité l'emporta. Elle souleva lentement le couvercle. À l'intérieur, il y avait des photographies, beaucoup de photographies, organisées en petits paquets attachés avec des élastiques. Émilie prit le premier paquet et retira l'élastique. Les photos montraient une fille, peut-être un peu plus âgée qu'elle, avec des cheveux blonds et un sourire affichant de petites dents parfaitement alignées. « Qui c'est ?» demanda Lily en se penchant pour mieux voir. Émilie continuait de feuilleter les photos. La même fille dans différentes situations, soufflant des bougies d'anniversaire, jouant dans un parc, à la plage construisant un château de sable. Sur certaines photos,
elle était avec une jolie femme aux cheveux noirs, sur d'autres, avec Jonathan, un Jonathan différent, souriant sincèrement, sans cette ombre de tristesse dans les yeux. La dernière photo du paquet montrait la fille portant un juste-au-corps bleu pâle et tenant quelque chose dans ses mains. Émilie la rapprocha de son visage, essayant d'identifier l'objet. « C'est un chausson de ballet », dit-elle finalement. « Comme ceux des vraies ballerines. » « Était-elle une ballerine ?» demanda Lily, ramassant une autre photo où la fille se tenait sur la pointe des pieds, les bras gracieusement étendus au-dessus de sa tête. Émilie était sur le point de répondre quand elles entendirent la voix de Jonathan appeler de la cuisine. « Les filles, le petit déjeuner est prêt. » Rapidement, Émilie remit les photos dans la boîte, mais elle n'eut pas le temps de la remettre sur le placard. Elle échangea un regard inquiet avec Lily. « Laisse-la ici, murmura-t-elle. On la remettra plus tard. » Elles se dépêchèrent vers la cuisine où Jonathan les attendait avec une assiette de crêpes dorées et un pot de miel. Les yeux de Lily s'illuminèrent à la vue du miel, un luxe auquel elle n'était toujours pas habituée. Pendant le petit déjeuner, Émilie fut plus silencieuse que d'habitude, son regard dérivant occasionnellement vers le couloir menant à leur chambre. Jonathan le remarqua. « Tout va bien, Émilie » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, mais ses yeux ne rencontrèrent pas les siens, ce que Jonathan identifiait déjà comme un signe que quelque chose la tracassait. Après avoir fini de manger, les filles retournèrent dans leur chambre. Jonathan les suivit quelques minutes plus tard, portant des vêtements propres pliés. Il s'arrêta à la porte quand il vit Émilie et Lily assises par terre, la boîte de photos ouverte entre elles. Un instant, personne ne parla. Émilie le regarda, ses grands yeux remplis d'inquiétude. « Désolée, dit-elle à voix basse. On n'aurait pas dû la prendre. » Jonathan sentit le pincement de tristesse familier en voyant ces photos éparpillées, fragments figés d'une vie qui n'existait plus. Mais, étonnamment, la douleur n'était pas aussi vive qu'il s'y attendait. Il déposa les vêtements sur le lit et s'assit par terre avec elle. « Ce n'est rien, dit-il en ramassant une des photos. Dedans, Anna rayonnait, montrant une dent de devant manquante, tellement semblable au sourire actuel de Lily. Émilie, toujours observatrice, étudia le visage de Jonathan un instant avant de demander « C'était ta fille ?» Jonathan hocha la tête. « Oui. Elle s'appelait Anna. » Lily prit une autre photo, celle où Anna portait le juste-au-corps bleu pâle. « Elle dansait aussi ?» demanda Lily, son regard curieux fixé sur l'image. La simple question frappa Jonathan en pleine poitrine. « Oui, répondit-il après une brève pause. « Mais je ne l'ai jamais regardée. » Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les arrêter, une vérité douloureuse qu'il admettait rarement à voix haute. Émilie et Lily le regardèrent, assimilant cette information avec une compréhension qui dépassait leur âge. « Jamais ?» demanda Lily, sincèrement surprise. « J'étais très occupée, » expliqua Jonathan, l'excuse sonnant faible même à ses propres oreilles. « Je travaillais. J'ai toujours pensé qu'il y aurait un autre spectacle à voir. » Émilie prit une photo d'Anna s'accrochant à une barre dans ce qui était clairement un cours de ballet. « Maintenant, tu peux nous regarder, » dit-elle simplement. Cette observation, si directe, si honnête, brisa quelque chose en Jonathan. Des larmes qu'il pensait disparues depuis longtemps commencèrent à couler sur son visage. Il n'essaya pas de les cacher ou de les essuyer, il les laissa simplement couler tandis que les deux filles le regardaient avec un mélange de curiosité et de compassion. Lily se leva et se dirigea vers la table de chevet. Elle revint en tenant quelque chose dans sa main, le ruban bleu que Jonathan avait placé dans leur chambre, provenant de celle d'Anna, un petit talisman reliant le passé et le présent. Avec des mouvements maladroits mais déterminés, elle noua le ruban dans ses propres cheveux foncés, créant un contraste saisissant avec ses mèches noires. « Aujourd'hui, on danse pour elle aussi, » déclara-t-elle solennellement. Émilie hocha la tête, se levant. « Mais maintenant, » ajouta-t-elle en tendant la main pour aider Jonathan à se relever, « on le fait le ventre plein. » Jonathan regarda les deux filles devant lui, Émilie avec sa posture protectrice, Lily avec le ruban bleu d'Anna dans les cheveux, et sentit quelque chose changer en lui. Une compréhension silencieuse se forma entre eux à cet instant, une reconnaissance des pertes partagées, des espaces vides se remplissant lentement, de nouvelles chances. Sans rien dire de plus, Lily commença à tournoyer au milieu de la pièce, les bras étendus comme des ailes. Émilie la rejoignit, essayant de copier les mouvements qu'elle avait vus sur les photos d'Anna. Ce n'était pas du ballet technique, c'était quelque chose de plus primitif, de plus honnête. La danse d'enfants dansant maintenant par joie, non par nécessité. Et pour la première fois, Jonathan regarda vraiment. Cette nuit-là,
Après qu'Emily et Lily se furent enfin endormis, Jonathan s'assit longuement sur le bord de leur lit. Il observa leurs visages endormis et détendus, si différents des expressions gardées qu'elles arboraient éveillées. Même après un mois à vivre avec lui, les filles dormaient toujours blotties l'une contre l'autre, comme si elles craignaient d'être séparées pendant la nuit. La découverte des photos d'Anna avait remué quelque chose en lui. Il retourna dans sa propre chambre, agité. Le sommeil, visiteur rare, semblait déjà inexistant cette nuit. Sans trop réfléchir, il se dirigea vers la chambre d'Anna. Depuis l'arrivée des filles, il la visitait moins souvent, non par oubli, mais parce que quelque chose de nouveau commençait à occuper l'espace qui ne contenait autrefois que de la douleur. Il ouvrit doucement la porte et alluma la lumière. Tout était comme toujours, le lit fait, les jouets bien rangés, le carnet de croquis sur le bureau. Mais maintenant, après des semaines avec Emily et Lily, la pièce semblait différente, moins comme un sanctuaire et plus comme le témoignage d'une vie écourtée. Jonathan s'assit sur la petite chaise près du bureau, son grand corps maladroit dans le mobilier d'enfant. Il ouvrit le tiroir du haut où il gardait les petits trésors d'Anna, des mots de l'école, des dessins préférés, des pierres colorées qu'elle avait collectionnées. Au fond du tiroir, ses doigts touchèrent quelque chose qu'il ne se souvenait pas avoir vu auparavant. Il sortit un petit carnet rose avec une ballerine sur la couverture. Les pages étaient légèrement ondulées, comme si elles avaient été mouillées puis séchées. Le journal d'Anna, murmura-t-il pour lui-même. Son cœur s'emballa. Il n'avait jamais lu le journal de sa fille de son vivant, il respectait son intimité, se disait-il, bien que la vérité fût qu'il avait à peine eu le temps de s'intéresser aux pensées quotidiennes d'une enfant de 8 ans. Maintenant, cependant, ces mots représentaient quelque chose de précieux, peut-être les derniers mots d'Anna qu'il lui restait à découvrir. Avec des doigts tremblants, il ouvrit le carnet. La première page portait une date, près d'1 an avant l'accident. L'écriture d'Anna était grande et irrégulière, avec des cœurs à la place des points sur les i. Cher journal, aujourd'hui la maîtresse a dit que j'étais très bonne en maths. J'ai eu toutes les multiplications justes. Papa sera si fier quand je lui dirai. Jonathan sentit sa poitrine se serrer. Il ne se souvenait pas qu'Anna lui ait dit cela. Il était probablement au téléphone ou mentalement occupé par un rapport quelconque quand elle avait essayé de partager cette petite victoire. Il feuilleta d'autres pages, récits de journées d'école, petites disputes avec des amis vite résolus, dessins animés qu'elle regardait, livres que Sarah lui lisait au coucher. Puis les entrées sur le ballet commencèrent. Anna avait commencé les cours 8 mois avant l'accident, un cadeau d'anniversaire. Au début, ses notes étaient simples. Comment les chaussons faisaient mal, combien il était difficile de garder l'équilibre, comment les autres filles semblaient en savoir plus. En continuant, Jonathan vit les progrès d'Anna dans ses propres mots, son excitation croissante, sa fierté à chaque nouveau mouvement maîtrisé, les heures passées à s'entraîner devant le miroir de la salle de bain. Cher journal, aujourd'hui j'ai fait le pas de bourré parfait. La prof a dit que j'ai une posture de ballerine naturelle. J'ai montré à maman en rentrant et elle a applaudi. Papa ne l'a pas vu parce qu'il était en retard, mais demain je lui montrerai. La boule dans la gorge de Jonathan grossit. Combien de ces petites réussites avait-il manqué? Combien de moments demain je lui montrerai n'avaient jamais eu lieu parce qu'il était toujours occupé, fatigué ou distrait? Les pages suivantes décrivaient la sélection pour le récital de fin d'année. Anna, à sa surprise et à sa joie, avait été choisie pour un rôle principal. Cher journal, je n'arrive pas à y croire. La prof m'a choisi pour être la fée principale. Beaucoup de filles voulaient ce rôle. Quand je l'ai dit à maman, elle a pleuré de joie. Papa a dit qu'il prendrait congé du travail pour le voir. Je dois m'entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jonathan ferma les yeux un instant. Il se souvenait vaguement de cette conversation, Anna sautant de joie dans le salon pendant qu'il consultait ses emails sur son téléphone. Il se souvenait avoir dit qu'il prendrait congé, sans vraiment planifier comment cela pourrait se faire, étant donné l'énorme projet au travail. Une promesse en l'air. Les entrées suivantes détaillaient les répétitions. Anna écrivait sur ses difficultés avec certains mouvements, sur le costume bleu en cours de confection, sur la peur d'oublier les pas devant tout le monde. À mesure que la date du récital approchait, ses notes devenaient plus fréquentes, plus anxieuses. Puis vint l'entrée qui anéantit complètement Jonathan. Cher journal, aujourd'hui j'ai réussi à faire la pirouette complète, celle que je m'entraîne depuis des semaines. J'ai tourné 3 fois sans perdre l'équilibre. La prof dit que je suis prête pour le récital maintenant. Il ne reste plus qu'à ce que papa le voie. Il sera si fier. Demain, je lui montrerai avant de dormir. La date était 2 jours avant l'accident. Jonathan ne se souvenait pas qu'Anna lui ait montré cette pirouette. Il était probablement arrivé trop tard,
quand elle dormait déjà. Ou peut-être avait-elle essayé et il avait dit « Pas maintenant, princesse, papa est occupé ». Avec des doigts tremblants, il tourna à la dernière page écrite. L'entrée finale. L'écriture d'Anna paraissait plus soignée, comme si elle l'avait écrite avec une attention particulière. Cher journal, demain c'est le récital. Je suis nerveuse et excitée. Maman m'a aidé à arranger mes cheveux pour voir comment ça ferait avec le ruban bleu. C'était si joli. Elle a dit qu'elle enregistrerait tout pour montrer à mamie plus tard. Est-ce que papa viendra vraiment? Il a promis, mais parfois il promet et ne peut pas venir. J'espère que cette fois il pourra. Je veux vraiment qu'il me voie danser. C'en était trop. Jonathan se plia en deux, serrant le journal contre sa poitrine, de profonds sanglots secouant son corps. La douleur était physique, comme si quelque chose lui était arraché de l'intérieur. Anna l'avait attendu, s'était entraînée pour lui, voulait le rendre fier. Et il n'avait pas été là. Pas seulement au spectacle final, mais pour tous ces petits moments qui remplissaient les pages du journal. Jonathan n'eut aucune notion du temps alors qu'il pleurait dans la chambre silencieuse. Quand il reprit enfin son souffle, il releva la tête et son regard tomba sur la photo encadrée sur la table de chevet. Anna le premier jour de son cours de ballet, souriant largement, ses dents de devant manquantes. À côté, se trouvait une photo plus récente, Émilie et Lily au parc le week-end précédent, Lily portant le ruban bleu d'Anna, Émilie tenant une glace, toutes deux souriant à l'appareil photo. Jonathan l'avait placé là quelques jours auparavant, un pont entre le passé et le présent. Les mots d'Émilie résonnèrent dans sa tête, « Maintenant, tu peux nous regarder ». Puis, comme un éclair, il imagina les deux filles dansant dans la station de métro, pieds nus sur le sol froid, robes usées, les yeux alertes à chaque passant, espérant des pièces qui signifiaient de la nourriture. Deux réalités contrastées. Anna, qui dansait par amour et par joie, avec tout le soutien qu'un enfant pouvait souhaiter, mais manquant de l'attention concentrée de son père. Et Émilie et Lily, qui dansaient pour survivre, sans personne pour les applaudir ou être fiers d'elles, simplement pour ne pas mourir de faim. Jonathan ferma soigneusement le journal et le remit dans le tiroir. Il essuya ses larmes du revers de la main. Un calme étrange l'envahit. Pas le calme de l'acceptation, mais celui d'une ferme résolution. Il se leva et se dirigea vers la chambre où dormaient Émilie et Lily. Il s'arrêta à la porte, observant leurs petites formes blotties sous les couvertures, leur respiration douce et rythmique, la confiance absolue qui ne vient qu'avec le sommeil. Cette fois, murmura-t-il dans la pièce sombre, aux filles qui ne pouvaient pas l'entendre, au fantôme d'Anna qui, peut-être, le pouvait, je serai là. Je regarderai. Et je resterai. Ce n'était pas seulement une promesse à Émilie et Lily. C'était aussi, d'une certaine manière, une promesse à Anna, à ce qu'elle représentait, à la seconde chance qu'il ne s'attendait jamais à avoir. Jonathan retourna dans sa propre chambre, où pour la première fois depuis longtemps, s'endormit sans cauchemar. Demain serait un nouveau jour. Un jour où il essaierait d'être le père qu'Anna méritait et le père dont Émilie et Lily avaient maintenant besoin. Après 2 mois de vie avec les filles, Jonathan sentit qu'il était temps de reprendre un rythme de travail normal. Son congé prolongé prenait fin et les emails urgents s'accumulaient. Son patron, initialement compréhensif quant à la situation familiale que Jonathan avait vaguement expliquée, commençait à insister pour qu'il revienne à plein temps. La première semaine de retour, Jonathan essaya de tout concilier. Il partait après avoir préparé le petit déjeuner pour les filles et rentrait à temps pour le dîner. Il engagea une babysitter, Madame Porter, une femme d'âge moyen au visage aimable et aux mains douces, pour rester avec Émilie et Lily pendant la journée. « C'est juste pour quelques heures », expliqua-t-il aux filles. « Madame Porter s'occupera de vous et je serai de retour pour le dîner. » Émilie hocha la tête avec ce sérieux qui dépassait son âge. Lily demanda si Madame Porter savait raconter des histoires. Cela semblait simple au début, un arrangement parfaitement raisonnable. Mais ensuite vint le gros projet, le conte qui pourrait sauver l'entreprise après des mois de mauvais résultats. Tout le monde faisait des heures supplémentaires, et Jonathan, en tant que chef de projet, était au cœur de la tempête. Les nuits tardives au bureau devinrent plus fréquentes. D'abord 1 fois par semaine, puis 2. Bientôt, il rentrait à la maison après que les filles avaient déjà dîné, et souvent quand elles dormaient déjà. « Elles ont bien mangé », lui disait Madame Porter à son retour, épuisée. Émilie a demandé à quelle heure vous rentriez. Lily a dessiné ça pour vous. Jonathan prenait les dessins, toujours des maisons colorées avec 3 personnages se tenant la main, et les collait sur le réfrigérateur avec les autres qui s'accumulaient. Des cadeaux qu'il avait à peine le temps d'apprécier. Les week-ends, il essayait de se rattraper.
Il emmenait les filles au parc, au zoo, n'importe où qui pourrait créer des souvenirs. Mais même alors, son téléphone vibrait constamment. Les emails étaient consultés discrètement pendant que les filles jouaient sur les balançoires, les appels étaient pris pendant qu'elles couraient sur la pelouse. Un samedi particulièrement chargé, il dut se rendre au bureau pour une réunion d'urgence. Il s'arrangea pour que Madame Porter reste avec les filles quelques heures. À son retour, il trouva Emily et Lily en train de danser dans le salon. Elles avaient poussé les meubles de côté pour faire de la place. Lily tournoyait les bras étendus, riant quand elle avait le vertige et tombait sur le tapis. Les pas d'Emily étaient plus contrôlés, imitant ce qu'elle avait vu dans des vidéos de ballet que Jonathan leur avait montrées des semaines auparavant. Madame Porter était assise sur le canapé, les regardant avec un sourire. « Elles dansent depuis presque 1 heure, dit-elle quand elle remarqua Jonathan. Elles ont un talent naturel. Jonathan sourit, posa sa mallette par terre et s'assit pour regarder. Les filles le remarquèrent et intensifièrent leurs mouvements, clairement ravies d'avoir un public. « Regarde, Jonathan !» s'exclama Lily, essayant de se tenir sur la pointe des pieds comme une ballerine. « Je le fais comme un nain sur la photo. »« Je vois, princesse, » répondit-il, sentant ce mélange familier de joie et de douleur en entendant le nom de sa fille sur les lèvres de Lily. Cela arrivait plus souvent maintenant. Les filles mentionnaient Anna nonchalamment, comme si elle était une sœur aînée qu'elles n'avaient jamais rencontrée mais dont elles avaient entendu parler. Après le départ de Madame Porter, Jonathan prépara le dîner pendant que les filles continuaient de danser. Elles avaient maintenant une petite boîte à musique, un cadeau de sa part quelques semaines plus tôt, qui jouait une mélodie douce et légèrement mélancolique. « Pourquoi aimez-vous tant danser ?» demanda-t-il pendant le dîner, sincèrement curieux. Lily haussa les épaules, la bouche pleine de pâtes. « C'est amusant. On peut tourner et tourner. » Emily, comme toujours, avait une réponse plus réfléchie. « C'est différent d'avant, » dit-elle, son regard sérieux fixé sur son assiette. « Avant, on dansait parce qu'on devait. Maintenant, c'est parce qu'on veut. » Jonathan hocha la tête, satisfait de sa réponse. C'était exactement ce qu'il avait espéré entendre, que les filles dansaient maintenant par joie, non par nécessité. Les semaines suivantes furent plus ou moins les mêmes, travail intense, arrivée tardive à la maison, une collection toujours croissante de dessins sur le réfrigérateur et de brèves conversations autour de petits déjeuners précipités. La routine qu'il avait juré d'éviter se réinstallait fermement. Une nuit, Jonathan arriva particulièrement tard. Il était plus de 22 heures et l'appartement était silencieux. Madame Porter avait laissé un mot, « Les filles ont bien dîné. » Lily tousse un peu, « Je lui ai donné le sirop que vous aviez mentionné. » Emily était très silencieuse aujourd'hui. Jonathan sentit une pointe d'inquiétude. Emily silencieuse signifiait généralement que quelque chose la tracassait. Il se rendit silencieusement dans la chambre des filles pour vérifier. La porte était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, il vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Les filles ne dormaient pas. Elles dansaient dans le noir, avec seulement une petite veilleuse en forme d'étoile. Elles dansaient en silence. Leurs mouvements étaient différents de ce qu'il avait vu auparavant. Pas joyeux ou expérimentaux. Ils étaient méthodiques, sérieux, comme une tâche à accomplir. Jonathan observa quelques secondes avant de frapper doucement à la porte. « Les filles, pourquoi êtes-vous réveillées si tard ?» Emily et Lily s'arrêtèrent immédiatement, comme de petits animaux surpris par un bruit soudain. Un bref instant, Jonathan revit ce vieux regard dans leurs yeux, le regard de la station de métro, d'enfants qui savent qu'ils doivent plaire aux adultes pour survivre. « On s'entraîne », dit rapidement Lily en grimpant dans son lit et en tirant la couverture jusqu'à son menton, comme si elle avait peur d'être grondée. « Vous vous entraînez à quoi ? » « Il est l'heure de dormir, » dit Jonathan en entrant dans la pièce et en s'asseyant sur le bord du lit de Lily. Emily restait debout, ses petites épaules tendues. « On voulait te montrer quand tu rentrerais, » dit-elle, sa voix contrôlée mais avec une note d'accusation que Jonathan ne pouvait ignorer. « Me montrer quoi, ma chérie ? » « Notre nouvelle danse, » répondit Lily, regardant Emily comme pour chercher confirmation. « On a fait une danse pour toi. » Jonathan sentit sa poitrine se serrer. « C'est très gentil, mais pourquoi ne me l'avez-vous pas montré plus tôt, ou attendu demain ?» C'est alors qu'Emily prononça des mots qui tranchèrent Jonathan comme une lame. « Tu n'es jamais là plus tôt. Et le matin, tu es toujours pressé. » La simple vérité, dite avec la brutale honnêteté d'un enfant, frappa Jonathan de plein fouet. Il regarda autour de la pièce, la voyant vraiment pour la première fois depuis des semaines. Il remarqua les dessins sur les murs, des dizaines,
tous représentant 3 personnages, un grand et 2 petits, se tenant la main. Il remarqua les livres soigneusement empilés, des livres qu'il avait promis de lire avec elle mais pour lesquels il n'avait jamais trouvé le temps. Il remarqua la petite table avec les photos d'Anna, comme un petit hôtel. « Tu veux qu'on vive ici ?» continua Émilie, sa voix petite mais ferme, mais on danse à nouveau seul. Jonathan eut l'impression que tout l'air lui avait été retiré. « Que veux-tu dire, Émilie ? Avant, on dansait pour manger, expliqua-t-elle en tenant la main de Lily, qui était assise tendue sur le lit. Maintenant, on danse pour te rappeler de rester. » Les mots frappèrent Jonathan comme un coup physique. Il sentit le sang quitter son visage. Il réalisa soudain, avec une clarté parfaite, ce qui se passait, ce qu'il était en train de faire. Il répétait la même erreur, le même schéma qui avait conduit à la tragédie avec Anna. Prioriser le travail, reporter les moments, pensant toujours qu'il y aurait du temps plus tard, croyant toujours que sa présence physique occasionnelle suffisait. Et ses filles, avec une sagesse forgée dans la souffrance, l'avaient remarqué. Elles avaient trouvé un moyen de l'atteindre, par la danse, le seul langage qu'elles connaissaient pleinement pour exprimer leurs besoins. Jonathan resta figé un long moment. Il ne pouvait ni parler ni bouger. Il fixait simplement Émilie, dont les yeux, bien trop vieux pour son âge, le fixaient en retour, mesurant sa réaction, se préparant peut-être à la déception ou au rejet. Commença Jonathan, puis s'arrêta. Que pouvait-il dire ? Quelle excuse pouvait-il donner qui ne serait pas exactement comme celle qu'il avait donnée à Anna des années auparavant ? Au lieu de mots, il ouvrit les bras. En un instant, Lily sauta du lit dans son étreinte. Émilie hésita, puis s'approcha aussi, laissant Jonathan la tenir. Il les serra toutes les deux fort, sentant leur petit corps fragile, ces précieuses vies qui lui avaient été confiées par un coup du sort. « Je comprends » murmura-t-il enfin. « Je comprends. Et ça n'arrivera plus. Je le promets. » Il resta au lit avec elle cette nuit-là, une fille de chaque côté, leur racontant des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il resta éveillé longtemps après, observant leur visage détendu, faisant des promesses silencieuses qu'il avait l'intention de tenir cette fois. Le lendemain matin, Jonathan n'alla pas travailler. Il appela son patron et, pour la première fois de sa carrière, fut complètement honnête. « J'ai 2 filles maintenant, dit-il, le mot fille venant facilement, naturellement. J'ai besoin de réduire mes heures. Je ne peux plus travailler la nuit ni les week-ends. » Il y eut de la résistance, bien sûr. Des menaces voilées concernant son poste, ses chances de promotion, comment d'autres étaient prêts à se sacrifier pour l'entreprise. « Alors peut-être que ce n'est pas l'endroit pour moi, » répondit Jonathan, se surprenant même par son calme. « J'ai assez d'expérience pour trouver un travail qui me permette d'être le père que je dois être. » Finalement, ils parvinrent à un compromis, heures réduites, pas de travail le week-end, une baisse de salaire. Jonathan accepta sans hésiter. L'argent qu'il avait économisé pendant ces années de bourreau de travail, quand il n'avait pas eu le temps de le dépenser, servirait maintenant à un but plus grand. Les semaines suivantes apportèrent des changements visibles. Jonathan commença à rentrer à la maison en milieu d'après-midi. Il se sépara de Madame Porter, sauf pour quelques heures le matin. Il préparait le dîner tous les soirs, apprenant des recettes simples que les filles aimaient, les laissant aider quand c'était sûr. Les soirées avaient maintenant une routine différente. L'heure du conte, des jeux de société, oui, de la danse. Mais pas la danse désespérée d'enfants essayant d'être remarqués, la danse joyeuse d'enfants qui savaient qu'elles étaient vues, qui savaient qu'elles comptaient. Jonathan apprit aussi à danser. Maladroitement, avec des mouvements exagérés qui faisaient rouler Lily par terre de rire et arrachaient même un sourire franc à Émilie. Il se fichait d'avoir l'air ridicule. Chaque rire était un trésor, chaque moment un cadeau qu'il avait failli laisser filer. Un soir, alors qu'ils tournaient tous les 3 dans le salon, Émilie s'arrêta soudainement. Son expression sérieuse fit également arrêter Jonathan. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda-t-il en s'accroupissant à sa hauteur. Émilie jeta un coup d'œil à Lily, qui tournait toujours, inconsciente de la conversation, puis regarda à nouveau Jonathan. « Es-tu notre papa maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix calme et directe. La question était simple, mais chargée de sens. Il ne s'agissait pas seulement du présent, il s'agissait de l'avenir, de la permanence, d'un engagement. Émilie, avec son expérience de l'abandon, avait besoin de confirmer. Jonathan n'hésita pas. « Oui » répondit-il fermement. « Et je veux l'être sur le papier aussi. Si vous le voulez. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent légèrement, comme si elle ne s'attendait pas à une réponse aussi directe. « Sur le papier ? L'adoption » expliqua Jonathan.
Légalement. Pour toujours. Vous seriez mes filles. Pas seulement dans mon cœur, mais aux yeux de la loi. Lily, qui avait finalement remarqué la conversation, s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a sur le papier ?» demanda-t-elle. « Ça veut dire que Jonathan serait notre vrai papa, » expliqua Emily, ne quittant jamais des yeux le visage de Jonathan, comme si elle y cherchait le moindre signe de doute. « Pour toujours ? Et on serait ta famille pour toujours ?» demanda Lily à Jonathan, s'accrochant à sa main avec cet enthousiasme contagieux qui la caractérisait. « Oui, » confirma Jonathan. « Mais seulement si vous le voulez toutes les deux. » Emily et Lily échangèrent un regard, une autre conversation sororale silencieuse. Emily parla, sa voix plus assurée que jamais. « On le veut. » Deux mots simples scellant un pacte, une promesse mutuelle, un nouveau départ. Jonathan les attira toutes les deux dans une étreinte serrée, ressentant une gratitude qu'il pouvait à peine contenir pour cette seconde chance, pour ces filles qui étaient entrées dans sa vie au moment où il s'y attendait le moins et en avait le plus besoin. « Alors on va le faire, » promit-il. Et il savait que cette fois, il ne faillirait pas. Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, Jonathan s'assit à la table de la cuisine avec un bloc-notes. Au lieu de feuilles de calcul ou de listes de tâches professionnelles, il commença à noter les étapes du processus d'adoption. En écrivant, ses yeux dérivaient occasionnellement vers le réfrigérateur où les dessins d'Emily et Lily formaient une mosaïque colorée, trois personnages se tenant la main. Une famille. L'horloge murale, celle qui s'était arrêtée à 15h27 le jour de l'accident et qui fonctionnait maintenant à nouveau, égrenait les secondes. Mais pour la première fois depuis très longtemps, Jonathan ne comptait pas le temps qui était passé, mais le temps qu'il avait maintenant. Avec ses filles. Avec sa nouvelle famille. Il avait appris de son erreur, et il n'allait pas la répéter. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Jonathan avait promis de changer, et il l'avait vraiment fait. Son nouveau travail lui permettait d'être à la maison tous les après-midi. Les matinées où il devait s'absenter étaient compensées par des soirées de jeux de société, de contes élaborés et de danses impromptues dans le salon. Le processus d'adoption, bien que bureaucratique, avançait. Il y eut des visites d'assistantes sociales, impressionnées par le lien déjà formé entre Jonathan et les filles. À chaque étape, Jonathan les tenait informés, en termes simples et honnêtes. « Il y a beaucoup de paperasse », expliqua-t-il une fois alors qu'il signait des documents à la table de la cuisine. « Mais ça en vaut la peine. C'est important qu'on fasse tout correctement. » Emily, toujours attentive aux détails, s'asseyait souvent à côté de lui, observant chaque formulaire comme si elle pouvait déchiffrer le langage juridique par pure volonté. Lily préférait dessiner sur des feuilles blanches que Jonathan lui donnait, créant des familles colorées de bonshommes souriants qui incluaient toujours un grand homme et 2 petites filles. La vie s'installa dans un nouveau rythme. Les filles furent inscrites à l'école locale, leur première véritable expérience scolaire. L'adaptation ne fut pas facile, mais avec de la patience et un soutien constant, elles progressèrent. Emily montra un talent pour les mathématiques et les sciences. « C'est parce que je comptais les pièces », expliqua-t-elle lorsque son professeur loua sa facilité avec les chiffres. Lily s'épanouit dans les cours d'art et de musique, son esprit libre s'exprimant en couleurs et en sons. À la maison, l'ancienne chambre d'Anna n'était plus un espace sacré et intact. Avec l'aide des filles, Jonathan la transforma en salle de jeu. Les jouets et les livres d'Anna partageaient maintenant l'espace avec de nouveaux cadeaux pour Emily et Lily. Les souvenirs n'étaient pas effacés, ils étaient tissés dans la nouvelle vie qu'ils construisaient ensemble. Puis, un dimanche de printemps, la lettre arriva. L'enveloppe officielle que Jonathan attendait depuis des semaines. Il l'ouvrit avec des doigts tremblants pendant que les filles dormaient encore. La confirmation était là, l'adoption avait été approuvée. Seule restait l'audience finale, prévue pour la semaine suivante, où un juge officialiserait ce que leur cœur savait déjà. Jonathan posa l'enveloppe sur son bureau, voulant partager la nouvelle d'une manière spéciale. Après le petit déjeuner, les filles échangèrent des regards complices et demandèrent à jouer seules dans leur chambre. Jonathan accepta, prenant le temps de ranger et de planifier comment leur annoncer la grande nouvelle. Il était distrait, essuyant la table, quand il entendit Lily appeler du salon « Jonathan, viens ici ». Son ton était excité, presque solennel dans son urgence enfantine. Jonathan sourit, s'essuya les mains et se dirigea vers le salon, devinant qu'elles avaient peut-être construit une forteresse de coussins ou créé un nouveau dessin pour le réfrigérateur. Ce qu'il vit dans le salon le cloua sur place, son cœur s'emballant soudainement. Les meubles avaient été déplacés, créant un espace ouvert au centre. Emily et Lily se tenaient côte à côte, le dos droit, les visages inhabituellement sérieux.
Elles portaient des robes simples, cadeaux du mois précédent. Émilie avait choisi le bleu, Lily le rose. Mais ce qui attira vraiment son attention, ce furent les rubans bleus assortis dans leurs cheveux. Les rubans d'Anna. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, un sourire surpris sur le visage. « Nous avons un spectacle, annonça Émilie officiellement. Tu dois t'asseoir là. Elle désigna le canapé, arrangé comme s'il s'agissait d'une zone de public improvisée. Jonathan obéit, s'asseyant à l'endroit indiqué. J'ai hâte de voir ça. Regarde tout depuis le début, ordonna Lily avec un sérieux inhabituel. Ne regarde pas ton téléphone ou quoi que ce soit. L'instruction, si spécifique et chargée de sens, serra la poitrine de Jonathan. Il hocha la tête solennellement. Je promets. Je ne vous quitterai pas des yeux une seconde. Satisfaites, les filles échangèrent un regard et Émilie alla allumer la chaîne stéréo. Un doux morceau de piano commença à jouer, l'un de leurs préférés d'un film d'animation qu'elles regardaient tout le temps. Puis elles commencèrent à danser. Ce n'était pas une danse techniquement avancée, il n'y avait pas de chorégraphie peaufinée ni de mouvements répétés à la perfection. C'était plus élémentaire, plus authentique. Leurs pas mêlaient des bribes de vidéos de ballet qu'elles avaient vues, de l'improvisation brute et des souvenirs de leurs jours de métro. Les mouvements d'Émilie étaient plus contrôlés, mesurés et précis, chaque pirouette soigneusement pensée. Lily dansait avec une expression pure, ses bras comme des ailes, ses pieds touchant à peine le sol quand elle sautait. Ensemble, elles créaient quelque chose d'unique, une danse qui racontait une histoire sans parole. Jonathan regardait, pleinement présent dans l'instant, sa vision parfois brouillée par les larmes qu'il essayait de retenir. Il voyait non seulement ses deux filles, mais aussi des échos du passé et des aperçus de l'avenir. Il voyait Émilie et Lily danser non par besoin ou pour attirer l'attention, mais par pure joie. Il voyait Anna dans des gestes et des expressions fugaces que les filles avaient inconsciemment adoptées de ses photos. Et il se voyait, enfin, tenir la promesse qu'il avait rompue tant de fois, être présent, du début à la fin, sans distraction, sans penser à ce qu'il fallait faire ensuite. Alors que la musique atteignait son apogée, les filles se préparèrent pour leur finale. Émilie exécuta une pirouette presque parfaite tandis que Lily bondissait les bras ouverts dans un geste de liberté totale. Elles terminèrent côte à côte, se tenant la main, avec une petite révérence qui valut non seulement les applaudissements de Jonathan, mais une ovation debout. « Bravo, bravo !» cria-t-il en applaudissant avec enthousiasme. C'était la plus belle performance que j'ai jamais vue. Les filles rayonnaient, leurs visages illuminés par une joie sincère. Lily courut vers lui pour une étreinte tandis qu'Émilie s'approchait plus lentement, tout aussi émue. « Tu as vraiment tout vu ?» demanda Lily en le regardant avec de grands yeux sérieux. « Chaque seconde, » promit Jonathan en la serrant fort. « Je n'ai pas manqué un seul mouvement. » Émilie s'approcha, une question silencieuse dans ses yeux observateurs. « Tu as vraiment aimé ?» demanda-t-elle, ayant toujours besoin de cette confirmation malgré tous les progrès qu'elles avaient faits. En réponse, Jonathan l'attira également dans l'étreinte. « C'était parfait, » dit-il avec une sincérité profonde. « Vous êtes incroyables toutes les deux. » Le moment était parfait. Jonathan se recula doucement et leur sourit. « Restez ici. J'ai aussi une surprise pour vous. » Il se rendit à son bureau et revint avec l'enveloppe officielle. Se rasseyant sur le canapé, il invita les filles à s'asseoir de chaque côté de lui. « Savez-vous ce que c'est ?» demanda-t-il en leur montrant l'enveloppe. Émilie fixa le sceau officiel. « C'est du juge ?» Jonathan hocha la tête. « C'est arrivé ce matin. »« Ça parle de nous ?» demanda Lily, ses doigts touchant timidement le papier. « Oui » confirma Jonathan. « Ça parle de notre famille. » Soigneusement, il ouvrit l'enveloppe et sortit le document principal, le tenant de manière à ce que les deux filles puissent le voir, même si elles ne pouvaient pas lire tous les mots. « Le juge a fixé l'audience finale pour jeudi, » expliqua-t-il. « Après ça, ce sera officiel. Sur le papier. Juste comme je l'avais promis. Vous serez mes filles. »« Et tu seras notre papa pour toujours ?» demanda Lily, les yeux écarquillés par le sérieux du moment. « Pour toujours, » dit Jonathan. Après l'audience, si vous voulez, on pourra aussi changer vos noms de famille. Vous seriez Émilie et Lily Ellis. Émilie, qui était restée silencieuse, absorbant chaque mot, parla enfin. On est déjà une famille, dit-elle avec une sagesse qui dépassait son âge. Le papier, ça le montre juste aux autres. Jonathan sentit une vague d'émotion si forte qu'il en resta momentanément sans voix. Cet enfant de 6 ans avait articulé exactement ce qu'il ressentait.
que les liens formés transcendaient les documents légaux. Mais ces documents comptaient, comme reconnaissance de leur engagement mutuel. « Tu as absolument raison, Émilie », réussit-il à dire. « Nous sommes déjà une famille dans nos cœurs. Mais maintenant, ce sera officiel. »« On est une famille pour toujours et à jamais ?» demanda Lily en enroulant un doigt autour du ruban bleu dans ses cheveux. « Pour toujours et à jamais », confirma Théil. Enlacés sur le canapé, le document en sécurité entre eux, les trois formaient l'image d'une famille qui ne suivait pas les schémas conventionnels, mais qui était complète en soi. Une famille née non du sang, mais du choix, de la reconnaissance, de l'amour. Construite jour après jour, à travers la douleur et la guérison, la perte et le gain. Émilie se recula légèrement et regarda Jonathan avec ses yeux sérieux, portant maintenant une légèreté nouvelle. « Maintenant, on danse juste parce qu'on est heureuse », murmura-t-elle, comme si elle partageait un précieux secret. C'étaient les mots les plus simples et pourtant les plus profonds que Jonathan ait jamais entendus. Tout le voyage résumé dans la phrase d'un enfant. De la danse pour la survie à la danse pour la joie. De la nécessité au choix. De la peur à la sécurité. Oui, acquiesça Théil en lui embrassant le sommet de la tête. Maintenant, on danse tous parce qu'on est heureux. Et ce dimanche après-midi, c'est exactement ce qu'ils firent. Ils dansèrent ensemble dans le salon, sans technique ni prétention, juste de la joie pure. Jonathan, autrefois si complexé, tournait maintenant avec ses filles, riant quand ils trébuchaient, applaudissant chaque fois qu'elles inventaient de nouveaux pas. Les voisins passant devant la fenêtre n'auraient peut-être vu que des fragments, un homme et deux petites filles dansant maladroitement dans un salon ordinaire. Ils ne pouvaient pas voir toute l'histoire. Ils ne savaient rien de la station de métro, des pieds nus, des nuits de faim. Ils ne savaient rien du ruban bleu, de la promesse rompue, du spectacle manqué. Ils ne saisissaient pas le miracle de ce moment, trois personnes qui, à travers des pertes dévastatrices, s'étaient trouvées. Mais pour Jonathan, Émilie et Lily, cette histoire était dans chaque pas, dans chaque rire. Ils célébraient non seulement l'adoption imminente, mais tout le voyage qui les y avait conduits. Le passé n'était pas oublié, mais intégré. Leurs cicatrices s'étaient transformées en marques de force. Et ainsi, dansant librement sous la lumière du dimanche qui filtrait par les fenêtres, la famille Ellis trouva son rythme parfait. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À bientôt dans la prochaine histoire.